composé avec des perspectives divergentes en matière d'investissement par rapport à la crypto-monnaie. En fait, ça va être le sujet par rapport auquel je vais, dans le fond, dans les prochaines minutes, là, aborder des YouTubers qui ont des perspectives très différentes là, en matière d'investissement là, par rapport aux crypto-monnaies. Donc, l'enregistrement est fait au mois de décembre 2024. Et récemment, je découvrais un YouTuber, il s'appelle Yeril. Il a deux chaînes sur YouTube, Yeril Off puis Yeril. Et je trouvais rafraîchissante sa perspective. Excusez-moi. C'est que plusieurs YouTubers qui vont porter l'attention sur l'importance par rapport au projet, de comprendre les fondamentaux en détail, en quoi consiste le projet, qui va se rapporter une crypto-monnaie, de faire preuve d'esprit critique, de regarder par rapport à la capitalisation boursière du projet, regarder c'est quoi son usage concret du projet, voir aussi dans quel narratif il s'inscrit, etc. Donc, se méfier aussi du marketing agressif qui peut se faire alentour d'un projet. Fait que, bon, faire preuve d'esprit critique, ça c'est intéressant, mais la perspective qu'a abordée Yeril, entre autres dans sa vidéo, ici, je recommençais la crypto 2.0. D'ailleurs, je vais vous partager le lien web s'y rapportant en bas de l'enregistrement présent. M'a amené à prendre des notes parce que de ce que je comprenais, c'est que lui, s'il recommencerait à zéro, parce que ça fait plusieurs années qu'il investit dans le domaine de la crypto-monnaie, bien que, comme vous le voyez à l'écran, là, c'est un jeune, là, il n'y a pas 50 ou 60 ans. Donc, lui, ce qu'il expliquait, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas la technologie et qu'il vaut mieux mettre son énergie dans un premier temps sur comprendre comment gérer l'investissement en matière de crypto-monnaie plutôt que de comprendre en quoi consistent les différents projets en détail dans lesquels on investit. De ce que je comprenais de son propos, il disait on est même mieux de comprendre les narratifs qui sont à la mode que le détail des projets et que la compréhension des projets, si on a de l'énergie, ça peut aller ensuite là. Tandis que lui, il cherchait à comprendre les projets en détail, mais en réalité, si les gens en général ne les comprennent pas, ou c'est complexe, ou c'est abstrait, parce que c'est en est qu'un univers technologique, eh bien, dans le fond, il faut bien gérer ses énergies. Fait que je trouve ça intéressant, sa perspective. Puis, il y amenait des points, je pense que ça vaut la peine d'étudier. En fait, en bas de l'enregistrement, je partagerai les liens web auxquels je fais allusion, mais tu sais, il donnait comme règle, comme cadre, dans le fond, par rapport à une perspective d'investissement. Donc, c'est sûr que là, je vais partager un peu sa vision des choses. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'enregistrement présent n'est pas un conseil d'investissement. Naturellement, par rapport à toute information abordée, les gens doivent faire preuve d'esprit critique et évaluer les choses par eux-mêmes. Donc, lui, il disait, il vaut mieux se donner des règles et un cadre pour gérer son investissement plutôt que de connaître en détail les différents projets d'investissement se rapportant à des crypto-monnaies, que ce soit Ethereum, Solana, Bitcoin et ainsi de suite. Prendre 60% du portefeuille en Bitcoin parce que les gens habituellement vont faire du profit, là, si on se base sur le passé, là, en moins de 4 ans, là, peu importe la mise qu'ils vont prendre. C'est une perspective. Donc, pour aller chercher une certaine sécurité dans le portefeuille, c'est sûr, ça peut être à prendre en considération. Sinon, il disait de l'importance de récupérer sa mise de fonds. Là, il parlait de vendre, par exemple, la moitié du montant investi en crypto-monnaie lorsque ça a fait un x2 pour par la suite tout simplement ne pas perdre d'argent après avoir pris des profits, puis tout simplement continuer à investir, à miser avec l'argent qui reste. Comme par exemple, si quelqu'un investit 100$, la crypto-monnaie monte à 200$, la personne récupère le 100$ de base qu'elle avait investi. Et par la suite, elle peut, avec l'autre 100$, la laisser là une certaine période de temps. Puis si elle ne le retire pas à temps avant qu'il y ait un crash, c'est pas dramatique comme situation parce qu'elle n'a pas perdu le montant qu'elle avait investi à la base. Ce qui est une idée que je trouve intéressante pour quelqu'un qui débute
dans le domaine des crypto-monnaies, un peu comme moi. Pour ma part, je l'ai peaufiné en visant à investir et en fait prendre du profit lorsque la valeur de la crypto-monnaie a augmenté de 2,4%. Pourquoi ce chiffre? Parce que si j'en vends la moitié, ça me donne 1,2% de profit. Et faire du 0,20% de profit. Donc, je trouve que c'est un rendement intéressant si je compare ça à un investissement, par exemple, à un fonds négocié en bourse. Donc, un fonds négocié en bourse qui donne un rendement de 20%, c'est très bon. Tandis que dans une crypto-monnaie, ben, c'est sûr qu'on peut avoir des attentes plus importantes, comme par exemple une crypto-monnaie qui fasse du x2, du x5, du x15, du x20, du x50 d'augmentation de la valeur d'origine. Donc, on n'est pas dans les mêmes eaux, mais habituellement, le nombre de risques est nettement plus élevé là, qu'un fonds négocié en bourse qui va chercher, par exemple, à répliquer le Nasdaq 100 ou le SP 500. Donc, ça, c'est un volet important, récupérer sa mise, prendre des profits au lieu de laisser l'argent là très longtemps et perdre tout l'argent qui a été investi dans le cadre d'un crash de fin de cycle après avoir atteint une bulle parabolique qui a duré une période de temps très restreinte. Investir dans des crypto-monnaies de moins de 100 millions de dollars de market cap. Donc, il abordait ça en termes de ce que je comprenais de son propos en termes d'éléments pertinents à considérer. Donc, c'est sûr que si l'entreprise a moins de 100 millions de dollars de capitalisation boursière, en fait, je dis capitalisation boursière, mais de valeur totale de l'actif, devrais-je dire, pour être plus précis, rigoureux, parce qu'on parle de crypto-monnaie et non pas d'actions à la bourse. C'est plus risqué que ça fasse, dans le fond, moins que il y a une quantité importante d'argent qui est en circulation par rapport à la crypto-monnaie, plus qu'il y a de chances que ça soit volatile, puis les risques de faillite sont plus importants. Par contre, plus que c'est volatile, plus que des possibilités de multiples importants. D'ailleurs, il y a plusieurs YouTubeurs qui prévoient qu'au fil du temps, des décennies, le Bitcoin fasse de moins en moins des multiples importants. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y a tellement une prise de valeur importante du Bitcoin qu'à ce moment-là, ça amène une stabilisation progressive de sa valeur qui va faire que dans le temps, il va y avoir moins d'oscillations selon certaines personnes. Ensuite, il parlait Yeril de ne pas viser faire plus de 10% et de vendre un multiple de 10 au maximum de la valeur, dans le fond, au moment de l'achat. Parce que il disait qu'il vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Donc, quelqu'un, par exemple, achète une crypto-monnaie, la crypto-monnaie fait 5%, la personne peut dire j'en veux plus. Fait que là, il la laisse encore sur le marché, la crypto-monnaie fait un x10, puis là, la personne est exposée de se mettre une prise de profit à x10, puis finalement, la personne ne la prend pas. Elle dit ah non, je vais attendre encore, ça va peut-être faire plus, et attend un x15, un x20, puis à un moment donné, il peut y avoir un crash. Puis finalement, entre le montant investi à l'origine puis le montant que vaut la monnaie au moment du crash, il y a une dévaluation importante puis la personne n'a pas fait d'argent. Fait que ça fait partie des risques. Et pour pallier à ça, mieux vaut prendre du profit trop tôt. Donc, de ne pas atteindre le sommet parabolique. Donc, quelqu'un peut prendre un profit à 80%. Après coup, on peut voir que la personne est au début de la montée parabolique. Elle n'a pas atteint le 100%, mais mieux vaut prendre 80% de profit que prendre zéro. Vous se ramassez avec une crypto-monnaie qui vaut moins 80% ou moins 90% quelques jours après le bull run, avec la montée parabolique. Puis là, il disait de changer ses règles sous aucun prétexte, parce qu'il y a un risque de tout perdre où les gens font de la négociation par avidité. C'est sûr que ce qui est intéressant d'étudier en lien avec la crypto-monnaie, c'est d'un côté l'avidité qui peut pousser les gens à prendre des risques inconsidérés, puis attendre qu'il y ait un multiple important de la valeur d'origine de la crypto-monnaie au moment de l'achat soit fait avant de vendre.
Donc, si l'avidité est trop grande, ben c'est sûr que la personne risque de rester collée avec sa crypto-monnaie parce que si la personne vise un multiple de 50 puis ça se passe pas pendant un cycle haussier, ben il va peut-être attendre à l'autre cycle haussier dans l'espoir que ça peut arriver. Mais peut-être que la crypto-monnaie, surtout si elle est très petite, elle se relèvera jamais. Par contre, si la personne prend trop rapidement des profits, elle peut passer à côté d'une valorisation importante du capital. Fait que ça prend un équilibre entre prendre des risques versus pas en prendre beaucoup, mais pas avoir beaucoup de rendement. Et c'est ce dosage que les gens peuvent tendre à chercher. Mais c'est sûr que par exemple, encaisser les profits en plusieurs étapes peut être un équilibrage entre prendre des profits trop rapidement ou trop lentement. Sinon, ben, il était question que la longueur du temps sur le marché est supérieure au timing pour les grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin en lien avec le rendement. Donc, quelqu'un qui laisse le Bitcoin sur le marché, le rendement risque d'être plus grand que s'il cherche un bon timing. Ensuite, plus qu'une crypto-monnaie est ancienne et moins susceptible de faire des multiples importants en termes de valorisation, de gain de valeur. Puis il mettait l'emphase beaucoup là-dessus, Yeril, puis je trouve ça intéressant à savoir que tant qu'on n'a pas pris de profit, on n'a pas fait de l'argent. Parce que quelqu'un peut aller voir son compte, si la crypto-monnaie a augmenté de 2 fois, 5 fois, 20 fois de sa valeur, tant aussi longtemps qu'il ne l'a pas vendu, ça demeure virtuel. C'est seulement au moment qu'il vend la crypto-monnaie, la personne, qu'elle peut dire qu'elle a fait de l'argent avec la crypto-monnaie. Sinon, ça reste théorique. Puis quelqu'un peut regarder sa crypto-monnaie dans le cadre d'une bulle augmentée, faire du 5, du 20, du 30% d'augmentation de la valeur en termes de multiples. Puis si la personne ne fait rien, bien, ça peut descendre de 30, 20, 15 et du moins 5 ou ça peut aller même dans le négatif. Donc, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Pour ce qui est de Guéril, ben, vous avez des vidéos, je pense que pour les gens qui s'intéressent à explorer sa façon de voir les choses, d'aller visionner la vidéo présente si je recommençais la crypto de zéro, c'est-à-dire pour éviter les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Ensuite, il dit si c'est votre premier bull run, vous devez regarder ça. Donc, c'est une vidéo qui peut être intéressante pour les gens qui, un peu comme moi, vont vivre la première fois de leur vie en étant investis en crypto-monnaie, une situation où il y a un marché qui est haussier et où se peut se dérouler des hausses paraboliques. Et par la suite, comment investir ces 1000 premiers euros. Bon, on pourrait dire ces 1000 premiers dollars, donc faire ses premiers investissements. Puis là, il parle de différentes catégories d'investissement, comme investir dans les métaux, l'immobilier, les actions et, bien entendu, la crypto-monnaie. Mais c'est sûr qu'en lien avec mon propos du départ, que d'un côté, on peut, c'est ça, lui, il disait éviter de ce que je comprenais, de mettre trop d'énergie à se casser la tête, à se préoccuper des paramètres techniques liés à les crypto-monnaies. Mais en même temps, ça peut être intéressant aussi, parce que dans le fond, les gens vont pas nécessairement une compréhension tous approfondie des différents projets qui se rattachent aux crypto-monnaies. Ça se peut qu'il y ait des gens qui investissent tout simplement par effet d'entraînement, dans le sens que s'ils voient qu'une crypto-monnaie monte ou que dans le négatif avec les propos qui sont tenus sur Internet en lien avec les crypto-monnaies qui sont répertoriées, il y en a une qu'on parle plus d'elle. Ça peut être tout simplement le critère qui va faire en sorte qu'une personne va se mettre à investir sur la crypto-monnaie. Donc, parce qu'il y a une situation de timing favorable à la crypto-monnaie. Mais la perspective critique peut être intéressante aussi à aborder, comme le fait là, Charles Sedin dans sa vidéo. Excusez. Sinon, moi, dans l'optique, pour choisir une crypto-monnaie, je me suis amusé, dans le fond, à faire un document en prenant des notes, d'éléments qui vont m'amener à sélectionner une crypto-monnaie. Peut-être qu'il y en a qui peuvent trouver certains éléments intéressants à considérer. C'est sûr que je me suis présentement, je vais aller voir dans le domaine de la francophonie différents youtubeurs qui parlent de crypto-monnaie, que ce soit Cointin Chapeau, Paul de Crypto Formation, Charlie Sedin, Crypto Edge, Julien Romain, Yeril, auquel j'ai fait allusion quelques instants, Chantal Lang, Alexandre Dinomé, Asher,
puis Yann Darwin, entre autres. Là. Il y en a 10 là, que je vais aller voir régulièrement leurs vidéos. Là, je me suis amusé à répertorier les gens qui parlaient en bien de certaines crypto-monnaies. C'est sûr qu'il faut le contextualiser, dans le sens que si quelqu'un parle, par exemple, de Fetch il y a 3 mois versus le moment présent ou un an, ça se peut que son avis évolue dans le temps. Mais bref, j'avais écouté une vidéo où ce que j'avais entendu Quentin Chapeau, Paul de Crypto Formation, avoir un avis plutôt favorable par rapport à Fetch. Ensuite, il y en a d'autres qui ont parlé de manière favorable à Solana, différentes crypto-monnaies. Donc, c'est sûr que en regardant un peu qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi les arguments qu'ils donnent aussi, en ayant des avis dans certains cas qui vont être plutôt favorables à des crypto-monnaies, j'explore ça. Ensuite, ce que je vais explorer, il y a une vidéo qu'il a faite récemment, Paul de Crypto Formation. Lui, il disait, ben c'est sûr que pour choisir des crypto-monnaies, vous pouvez aller sur coingecko.com, puis vous pouvez aller dans les catégories qui se rapportent aux crypto-monnaies pour sélectionner en fonction des narratifs à la mode. Comme là, le narratif numéro 34 porte sur l'intelligence artificielle IA. Là, en allant sur le site web, ben là, on peut aller voir qu'en lien avec le IA, l'intelligence artificielle, il y a donc des crypto-monnaies. Donc, il y en a qui peuvent être plus importantes que d'autres par rapport à la valeur de la capitalisation. Là, quelqu'un peut en sélectionner parmi eux, plus monter un portefeuille en lien avec différentes catégories. La personne peut aller aussi, en plus d'aller sur le site de CoinGecko, se valider avec une deuxième source d'information, c'est-à-dire aller sur CoinMarketCap.com pour corroborer les informations, puis aller voir par catégorie. CoinMarketCap en lien avec l'intelligence artificielle, une catégorie aussi. Puis dans les deux cas, on peut voir qu'il y a des entreprises qui reviennent, comme par exemple Near Protocol, Render, puis ensuite Artificial Superintelligence Alliance. Donc FET, auquel je faisais allusion tantôt. Donc là, on voit que si les mêmes crypto-monnaies reviennent, puis par rapport au même type de projet, ben là, ça peut donner des pistes, là. Ensuite, c'est sûr que pour la sélection, on peut tenir compte des rendements décroissants des actifs, comme en parlait le Charlie Sidin dans une vidéo. À savoir que plus la crypto-monnaie est ancienne, moins il y a de possibilités que quelque part elle atteigne des sommets aussi, en fait des multiples aussi importants que dans le passé. Donc, plus que ça, c'est un élément à prendre en considération. Naturellement, on peut aller voir les graphiques qui se rapportent à une crypto-monnaie pour voir ce qu'on en est à l'égard, par exemple, de l'ETH, du plus haut sommet atteint dans le passé, si on l'a dépassé ou pas. Il y a différents paramètres aussi qu'on peut prendre en considération, comme la date de création d'une crypto-monnaie, la valeur du market cap, comme mentionné, la nature du projet, les YouTubers qui en parlent, la date du dernier ETH, le plus haut sommet atteint, puis le potentiel de multiples que quelqu'un peut faire des évaluations en lien avec le nombre de saisons par rapport au halving que la crypto-monnaie a connu, c'est-à-dire des cycles de 4 ans en relation avec le Bitcoin. Donc, vous voyez, il y a plusieurs paramètres qu'on peut évaluer, mais c'est sûr qu'en effet, la dimension narrative puis être capable de prendre du profit, dont parle Yeriel, est extrêmement important. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments. Donc, et à ce moment-là, ça devient intéressant de jongler avec les différentes perspectives pour avoir une vision plus d'ensemble à l'égard des crypto-monnaies. Donc, c'était l'objet de cet enregistrement. Donc, avoir différentes perspectives qu'on peut considérer. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis au revoir.